Avec l'émergence des différentes plateformes de réseaux sociaux et la multiplication des canaux, des contenus, ça devient de plus en plus ardu de se faire une place sur le web. Et c'est pour cette raison que dans cet épisode, j'ai eu envie de te partager 5 conseils pour créer plus de contenu sans perdre la tête. Donc, des conseils concrets pour t'aider à créer plus de contenu facilement. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve dans un épisode solo cette semaine où j'ai envie de te parler de création de contenu. En fait, comment créer plus de contenu ou comment créer du contenu point sans se casser la tête. Ou, comme dit une amie à moi, Valérie, sans se prendre le chou. C'est ça qu'elle dit? Je pense que oui. Sans se prendre le chou. Alors, petite expression qui veut dire, justement, de ne pas se prendre la tête, de ne pas rendre ça très compliqué. Et j'hésitais à nommer ça comme étant plus de contenu parce qu'évidemment, on ne veut pas de la quantité au détriment d'une certaine qualité. Mais je veux t'expliquer mon point là-dessus. En ce moment, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, c'est en train de se transformer, d'évoluer. On est de moins en moins unicanal comme consommateur de contenu. On est davantage multicanal, en fait. On a en ce moment, on constate l'espèce de fragmentation des réseaux sociaux. Ce que je veux dire par fragmentation, c'est que si on regarde les statistiques d'utilisateurs, en fait de consommateurs de chacune des plateformes de réseaux sociaux ou médias sociaux, on se rend compte en fait que la plupart des utilisateurs sont sur plusieurs plateformes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut être partout? Non, mais je pense que si on est sur une seule plateforme, tu sais, le conseil qu'on disait avant, c'est commence par une plateforme, puis après ça, tu sais, va sur une suivante. Ça fonctionne encore, mais rester sur une plateforme, ça devient de plus en plus difficile de se démarquer, d'être visible en fait, parce qu'en fait, sur chacune de ces plateformes-là, les algorithmes aussi changent. Tu sais, Facebook, c'est plus ce que c'était. Instagram, c'est plus ce que c'était. YouTube, c'est plus ce que c'était. Puis même LinkedIn n'est plus ce qu'il a été en matière d'algorithmes qui favorisaient en fait la visibilité des pages professionnelles, des entrepreneurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se lamenter, pleurer en petite boule, puis dire « Ah, c'était donc mieux avant ». Non, rassure-toi. Ce qui fait que le marché change, c'est justement les habitudes de consommation. Et je crois que ça doit se traduire par un changement au niveau des habitudes de création de contenu. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode-là. Parce que récemment, j'ai été en conversation, en rencontre de co-développement avec 2 autres entrepreneurs et amis. Et une me partageait, mais tu sais, pour toi, ça a tellement l'air simple de créer du contenu. J'ai l'impression que tu es partout, puis ça a l'air vraiment facile. Puis je pense que tu devrais parler davantage de cet élément-là. Puis je me suis dit, oh, OK, c'est vrai que peut-être que j'ai pas assez abordé cet angle-là. Oui, je suis, entre guillemets, partout, mais en même temps, non. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis pas sur Twitter, en fait, X, très peu sur Pinterest. J'ai des posts qui se publient chaque semaine que je ne gère pas en passant. Je salue Karine qui m'aide avec ça. Mais c'est ça. Fait que les gens ont l'impression de l'extérieur que je suis un peu partout parce que je vais publier sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn à l'occasion. J'ai une infolette, j'ai une chaîne YouTube et bien sûr, j'ai un podcast que tu es en train d'écouter. Donc, j'ai l'air d'être partout. Ça donne cette impression-là. Mais est-ce que je crée du contenu pour chacune des plateformes? Pas vraiment. Pas vraiment.
La première chose, c'est que, bon, je publie le même contenu sur Facebook et sur Instagram. Et oui, je fais ce qu'on appelle du cross-posting. Puis j'essaye même pas de me casser la tête à décaler les heures, les journées. Non, non. Je considère que de toute façon, c'est la répétition des messages. Des fois, les gens vont voir le post passer rapidement sur une plateforme. Puis s'ils me suivent sur l'autre, ben, ils peuvent avoir une deuxième apparition de mon message et là, prendre le temps de le lire. Moi, en fait, je me rends compte par mes propres habitudes de consommation. Donc, le conseil qu'on donnait avant, là, de ne pas dupliquer le contenu sur les plateformes, avec la fragmentation des réseaux sociaux, je trouve que c'est plus un conseil qui tient la route. Alors, je fais ça sans aucune culpabilité, pardon. Et même, je vais aller recycler ces publications-là pour éventuellement les mettre aussi sur LinkedIn. J'en mets pas vraiment souvent, là, mais quand je prends le temps de publier, bien, je vais aller récupérer des choses que j'ai déjà fait. Donc, ça, c'est une chose. Mais bref, là, je suis comme en train de brûler un petit peu mon conseil, un des 5 conseils, mais tout ça pour te dire que ce qui m'a donné l'envie de faire cet épisode-là, c'est ce changement de vision qu'on a par rapport aux réseaux sociaux, le frein qu'on se mettait avant à publier le même contenu sur différentes plateformes. Je pense qu'en ce moment, ça devient inévitable et il faut travailler intelligemment. Il faut justement avoir des petits trucs, des astuces pour être capable de produire ce contenu-là sans se prendre le chou, comme disait Valérie. Alors, sans plus tarder, c'était une longue introduction, je le sais, une grande mise en contexte, mais sans plus tarder, je te donne en fait le premier conseil pour créer du contenu sans perdre la tête, eh bien, c'est de baliser ton temps de création de contenu. Quand je dis baliser ton temps, c'est de te mettre une limite. Je le sais qu'au début, faire une publication, pour certains entrepreneurs, ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop long. Si on fait le temps versus ce que ça rapporte, je vise un temps beaucoup plus court. Bien sûr, ça vient avec le temps, mais si tu ne te mets pas de balise, c'est sûr que tu vas laisser ton perfectionnisme parfois prendre le dessus. Ton visuel dans Canva, oui, pour être vraiment plus beau, si tu passais 1 heure de plus. Mais là, on se rappelle qu'on fait, par exemple, une publication sur Instagram ou sur Facebook. C'est éphémère, ça va durer 3 jours dans l'algorithme, si tu es chanceuse. Pourquoi passer 2 heures à faire un visuel? Ça m'a beaucoup décomplexé d'aller voir un peu d'autres créateurs de contenu, voir des comptes d'entrepreneurs dans ma niche ou dans d'autres niches, puis voir les posts qui performaient le plus. C'est pas souvent le plus beau visuel. Des fois, c'était un fond de couleur dégradé ou même pas, là, juste une photo avec un texte par-dessus, puis c'est ça qui performe le plus. Donc, arrêtons de se mettre la pression. Plus je donne l'exemple des visuels, mais c'est la même chose avec le texte. C'est sûr que tu pourrais prendre une journée pour faire la publication parfaite, un texte qui se tient, qui est cohérent. L'important, là, c'est vraiment le message. Puis d'où ça part? Bien, ça part pas de la tête, ça part, tu sais, du cœur. Qu'est-ce que tu as envie de partager à ton audience? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bien, écris-le. Puis oui, il y a des conseils pour écrire pour les réseaux sociaux, mais je pense que teste différentes approches, vois qu'est-ce qui fonctionne, mais mets une balise. Puis récemment, il y a Rosalie Côté, en fait que tu connais maintenant parce qu'elle était invitée récemment sur le podcast, bien, qui a dit sur les réseaux sociaux qu'il se mettait une limite, je pense que c'est 15 minutes ou 20 minutes par publication. C'est un super challenge à te donner. Si tu avais seulement 15-20 minutes à allouer à chacune de tes publications, qu'est-ce que tu créerais comme contenu? Pars de cette prémisse-là et dis-toi, ben go, je me mets le timer, puis c'est ça. Puis si tu veux le séparer, je sais pas moi, 10 minutes pour le visuel, 10 minutes pour le texte, puis tu vas vraiment aller à l'essentiel. C'est quand on est limité dans le temps qu'on va vraiment à l'essentiel. Donc, baliser ce temps-là, c'est une stratégie vraiment intéressante. Le deuxième conseil que je veux te donner, eh bien, c'est d'accepter l'imperfection. C'est sûr que c'est un peu relié avec le premier conseil, mais accepter que ton post ne sera pas parfait. Accepter que ta vidéo ne sera pas parfaite. Accepter que même ton épisode de podcast ne sera pas parfait. Il va y avoir des respirations. C'est sûr que je pourrais les éditer, je pourrais tout enlever, faire du montage, ça me prendrait des heures. Est-ce que ça ferait en sorte que tu aimerais plus le podcast? Peut-être pas, peut-être, je sais pas, à toi de me le dire. Mais il faut absolument accepter l'imperfection comme créateur de contenu. Sinon, on tombe dans une loupe où on va tellement viser une qualité de contenu
qu'on va en perdre la quantité qui est nécessaire pour être visible. Puis c'est là où, tu sais, quand on dit qualité avant quantité, je suis d'accord sur le fond, mais c'est dans l'application que ça se passe, puis que les entrepreneurs que je vois peuvent tomber dans le perfectionnisme et ne jamais finalement publier, ne jamais lancer leur chaîne YouTube, ne jamais lancer leur podcast parce que ce sera jamais assez parfait. Alors, sortons de ce perfectionnisme-là et embrassons l'imperfection. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Comme troisième conseil, c'est de s'aider avec des outils. Il y a de plus en plus d'outils, puis là, je parle bien sûr principalement d'outils technologiques, mais qui vont aider à sauver un temps fou. Je t'ai déjà parlé du logiciel Opus Clip que j'utilise pour les extraits de podcasts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est génial, OK? Parce que si tu as un podcast ou que tu veux créer des extraits, moi, avant, je le faisais à la mitaine. Tu sais, je notais, là, même des fois pendant un enregistrement avec un invité, je notais le timing d'enregistrement parce que je me disais, ça serait bon pour un extrait. Puis je le notais, tu sais, sans que ça paraisse. Évidemment, le moment que je voulais, parce que je me disais, je vais aller à ce timing-là à peu près pour trouver mon extrait. C'est time consuming, ça prend énormément de temps, tu sais, de tout réécouter pour essayer de trouver les meilleurs extraits. Opus Clip, lui, avec l'intelligence artificielle, va aller détecter des moments forts du podcast, des propos qui sont intéressants, qui se prêteraient bien aux réseaux sociaux et va te soumettre comme une trentaine de clips avec l'intelligence artificielle, puis il va avoir coupé déjà à la durée que tu veux avec les sous-titres. C'est merveilleux. Ça prend comme 20 minutes et j'ai 30 extraits pour les réseaux sociaux. Donc, les outils qu'on utilise peuvent nous aider. Je t'ai parlé aussi de PodNotes que j'utilise pour le podcast. Là, je te donne beaucoup d'exemples pour les podcasts, mais moi, ça me permet de sauver un temps fou sur la création des épisodes. En fait, la description des épisodes, les show notes, même avoir des publications après ça, les textes pour mettre en contexte des épisodes. Il y a ChatGPT aussi qui peut nous aider beaucoup à créer du contenu plus rapidement, que ce soit pour les textes, même nous donner des idées visuelles à utiliser. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui partent des textes comme prémisse pour faire une publication, puis après ça se demandent, qu'est-ce que je fais comme visuel? Demandez à ChatGPT, il va vous donner plein d'idées, puis ensuite partez avec ça, allez dans Canva. Ça peut être une bonne stratégie. Mais il y a plein d'outils sur Internet, des logiciels qui sont là pour nous aider à aller plus rapidement dans notre création de contenu. Donc, il ne faut pas les bouder, il faut les essayer. Parfois, oui, ça a un coût. Je pense à Opus Clip. Je pense que je l'ai payé en spécial 124 US pour l'année, avec une limite de temps, par exemple. Mais je veux dire, oui, c'est cher, oui, c'est un investissement, mais le temps que je sauve, c'est incroyable. Et je crée plus de contenu avec moins d'efforts. Puis pourtant, ce qui est pertinent, c'est l'extrait, finalement. C'est l'extrait qu'on voit qui est déjà une pièce de contenu créée. Donc, hyper important, là, allez regarder qu'est-ce qui existe comme outil. Le quatrième conseil, là, j'en ai parlé beaucoup dans ma prémisse de départ, c'est recycler le plus possible son contenu et le décliner. Donc, justement, c'est d'accepter, en fait, que on va utiliser le même contenu sur différentes plateformes. Donc ça, c'est les déclinaisons. On peut les modifier légèrement parce que c'est sûr que chaque plateforme de réseau social a comme ses propres codes. Je dirais que Instagram, Facebook, ça se ressemble beaucoup parce que la clientèle est quand même similaire si on regarde les statistiques. Facebook, ça va être beaucoup plus large là, au niveau de la tranche d'âge. Il y a plus d'utilisateurs, c'est sûr, au net, mais bon, est-ce que la qualité, des fois, pas toujours. Mais ça pour dire que chaque plateforme a ses propres codes, ses propres spécificités, j'ai envie de dire, qui fait en sorte qu'on peut vouloir adapter. Mais on peut vouloir aussi accepter l'imperfection, comme l'autre conseil que je te donnais, puis juste dire, ce sera ça. Il y a plusieurs entrepreneurs que je suis qui font ça, qui publient exactement la même chose un peu partout. C'est sûr qu'il y a des plateformes que tu vas performer beaucoup moins parce qu'il faut que tu partes d'un point de départ. Donc, si le point de départ, c'est Instagram, tu vas utiliser les codes d'Instagram, ce qui fonctionne pour toi sur Instagram, puis tu vas publier sur d'autres plateformes en assumant que c'est pas le meilleur contenu pour cette plateforme-là, mais ça va te permettre d'être quand même visible et de communiquer avec ton audience
via ce format de publication-là. Donc, ça, c'est de la déclinaison. Donc, tu peux changer certaines choses. Puis, au niveau de recycler le contenu, ce que je veux dire par là, j'en ai parlé dans un autre épisode. J'ai pas le numéro d'épisode sous la main, mais tu peux le trouver facilement là, en cherchant dans les derniers épisodes. Mais pour moi, recycler, c'est reprendre un peu le fond de la publication puis de l'adapter dans différents formats. Je te donne un exemple. J'ai utilisé souvent, je le fais encore très, très souvent, utiliser le texte d'une publication qui a bien fonctionné, qui est peut-être plus du contenu de connexion, où je parle d'une réalité, j'explique quelque chose que, par exemple, je suis allée de voir ou quelque chose que j'encourage comme comportement, et j'utilise le texte comme, on va dire, script de départ pour une vidéo verticale, donc vidéo verticale comme les formats Reel ou les formats TikTok, et je m'enregistre face à la caméra, et puis après ça, je fais un mini-montage, je rajoute un peu de musique de fond et voilà, j'ai un Reels ou une vidéo pour TikTok. Ça, je l'ai fait souvent. C'est la façon que j'aime le plus recycler. À l'inverse, ce que je peux faire, c'est prendre un visuel que j'ai créé, puis là, ensuite, décliner en un nouveau texte, en fait, pour mettre en contexte un visuel. Ou à l'inverse, faire le contraire, partir d'un texte que j'ai fait, le modifier un peu, l'actualiser. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des publications d'il y a 2 ans qu'on dirait que mon style rédactionnel a évolué, a changé, fait que je le modifierais, je le mettrais à jour si on veut, et je créerais tout simplement un nouveau visuel pour le mettre en contexte. Après ça, c'est tout découpé aussi, les contenus. Donc, je peux partir d'une vidéo longue que j'ai faite sur YouTube pour en faire des extraits ou en faire des versions plus courtes, mais du même contenu. Ce qui veut dire que j'ai rien à créer de nouveau, à réfléchir à des nouveaux angles. Ça existe déjà. Et je peux, à ce moment-là, avoir beaucoup plus de contenu avec une seule et même idée. L'idée, là, c'est pas brûler, justement, ces idées-là. C'est de voir quelles sont toutes les possibilités de création avec un filon de départ. Et c'est ça l'intelligence, j'ai envie de dire, dans la création de contenu en 2024. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de contenu sans te casser le basic. Hein? Ah, une autre expression, se casser le basic. On est rendu à 3. Et finalement, le cinquième et dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de batcher ton contenu, mais en sous-étape de création. Parce qu'en fait, on entend souvent parler du batching et c'est souvent mal compris. On pense à tort que batcher sa création de contenu, c'est par exemple faire tout son contenu, je sais pas moi, du mois de mars dans un bloc de 4 heures. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi différent. Ça peut être de batcher, mais en sous-étapes. Donc, une première étape, ça peut être, par exemple, d'enregistrer les audios des épisodes pour ensuite faire une autre batch de montage et une autre batch de mise en ligne ou de rédaction de description d'épisodes. C'est intéressant parce que quand on est en train de faire une tâche puis qu'on fait plusieurs fois la même tâche, là, vraiment en mode justement batching, bien, on prend moins de temps finalement parce qu'on est dans le flow et ça va vraiment plus vite. Puis ça, il y a une loi de productivité là-dessus. C'est la loi de Carson, en fait, qui dit que si le travail est réalisé en continu, bien, ça va nous prendre moins de temps et d'énergie que si on l'effectue en plusieurs fois. Puis c'est sûr que tu l'as sûrement déjà expérimenté, là. C'est comme quand on fait de la cuisine, une fois qu'on fait du batching de recettes pour la semaine, on est comme en feu, puis on fait plein d'affaires en même temps. Puis on a une meilleure efficience, en fait, de travail en étant en mode batching. Et là, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais le batching, c'est pas pour moi. J'ai de la misère à le faire. Je suis pas capable. » Puis je vous comprends parce que je suis souvent dans cet état d'esprit-là, dans le sens où si mon horaire me le permet pas ou que je suis fatiguée, que je suis pas dans le bon état d'esprit pour créer, c'est vrai que c'est très difficile. Donc, je pense qu'il faut juste être à l'écoute de voir qu'est-ce que je peux batcher, les simples petites étapes, tu sais, que ce soit juste de programmer en batch, que ce soit juste de faire des petites sessions, des blocs de travail sur un des bouts du processus de création de contenu. Puis déjà, ça va te permettre de voir justement si tu rentres dans le flow, bien là, profites-en puis essaie d'en sortir le plus possible dans une période de temps donnée. Puis encore là, on balise le temps. On revient au conseil 1, parce que tant qu'à être dans les lois de productivité, il y a aussi la loi de Parkinson, c'est vrai que je voulais te parler.
qui dit en fait qu'une tâche, essentiellement, va prendre le temps qu'on lui donne. Donc, si je me donne 4 heures pour accomplir une tâche, bien, ça risque de me prendre 4 heures. Mais si je me donne 2 heures pour faire cette même tâche-là, bien, je vais être capable probablement de le faire en 2 heures. Donc, on va comme souvent se donner plus de lousse, tu sais, parce que, évidemment, on voit l'échéance qui est un peu plus loin. Fait que souvent, ça va jouer dans la façon dont on va produire. Fait que là, c'est sûr que c'est pas des lois absolues, évidemment, hein, ça s'expérimente dans le quotidien, mais c'est vrai que, par exemple, si on a un projet qui est à remettre dans 3 mois, bien, on risque de le faire sur une période de 3 mois. Alors que le même projet, on pourrait le faire en 1 mois si on s'était donné cette échéance-là. Donc, le batching, super important. Fait que si je résume, on balise le temps de sa création de contenu, on accepte l'imperfection parce que, on n'est pas des êtres parfaits et l'important, c'est de communiquer efficacement. Sans perfection, c'est bien parfait. Et on s'aide avec des outils, technologiques ou pas, dépendamment. On recycle et on décline le plus possible ses contenus. Puis finalement, bien, on batch la création en sous-étapes ou en contenu, si tu es capable, mais généralement en sous-étapes, c'est encore plus efficace. Alors, c'était ça, mes 5 conseils pour toi, pour créer plus de contenu sans te prendre la tête, sans te prendre le chou ou te casser le bicycle. Là, je pense à mes auditrices françaises, ben c'est cadeau, des expressions comme ça québécoises que je vous enseigne dans cet épisode. Donc, j'espère que c'est un épisode qui t'a plu. J'espère que ça t'a aidé peut-être à envisager comment entrevoir la création de contenu en 2024 dans cette ère de fragmentation des réseaux sociaux, comment s'y prendre. Donc, je suis très curieuse que tu me partages ce que tu en as pensé, puis les conseils qui t'ont le plus aidé peut-être à changer ta perspective par rapport à ça. Donc, encore une fois, n'hésite jamais à venir me parler en message privé sur les plateformes de réseaux sociaux. Tu sais où me trouver, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!